trainer. Donc, en gros, je fais partie aussi des personnes qui ont créé la communauté Dara IT et la communauté Route SN, qui sont deux communautés dont l'un est là pour faire tout ce qui est promotion de l'informatique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, et l'autre, la promotion de la cybersécurité, plus précisément la sensibilisation informatique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. En gros, je suis un passionné de l'informatique et c'est un plaisir de me tenir devant vous pour faire ce webinaire, pour animer ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je rappelle que le thème de ce webinaire sont les enjeux de la cybersécurité au Sénégal, les défis et les opportunités. Donc, après la présentation de monsieur Dacosta, vous savez que c'est quelqu'un qui est passionné comme beaucoup de personnes présentes ici à ce webinaire et il est aujourd'hui présent pour nous partager son expérience et tout ce qu'il connaît de ce milieu-là. Donc, monsieur Dacosta, je vous laisse commencer. Ok, donc merci. Je pense que j'ai opté en fait pour faire en fait un mode présentation free. Donc ça va permettre en fait d'aborder certaines questions et de ne pas centrer vraiment le débat. Et après peut-être dans l'assemblée il y a aussi des experts qui sont là, ils pourront vraiment compléter certaines choses que j'ai pas pu dire. D'autres feront des suggestions, d'autres poseront des questions. L'essentiel c'est qu'on puisse vraiment former un groupe homogène pour qu'on puisse vraiment, je pense que avoir les réponses qu'il faut. Donc pour cette question-là, c'est une question très vaste, mais je vais essayer déjà de le scinder. Je pense, en trois parties que vous devez retenir. Donc, moi, je vais contextualiser. Donc, les enjeux de la cybersécurité actuellement au Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous savons que depuis l'arrivée du nouveau régime, on entend parler de transformation digitale, transformation numérique. Donc, le Sénégal voit une digitalisation massive dans le secteur public et privé. Donc, la notion de e-government, fintech, e-commerce, entre autres. Donc, il y a les edtech et pas mal de choses. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est l'augmentation des cyberattaques. On a vu, je pense, Kaspersky, après, je pense que je vais faire un partage d'écran, on va le voir ensemble. Sur son site officiel, ils ont catégorisé en disant que le Sénégal fait partie des pays les plus attaqués à travers le monde. Donc nous allons voir ensemble si c'est vrai. Nous allons découvrir comment ils ont fait pour le savoir et vous allez voir que c'est rien de diable. Hein. Et la troisième partie, c'est le manque de sensibilisation et de préparation. Okay? Donc beaucoup d'entités ici au Sénégal ne disposent pas de pôle cybersécurité en général. Peut-être ils vont recruter une personne ou deux, mais c'est pas en fait ça qui va faire vivre en fait la cybersécurité. Nous allons voir en fait pour mettre en place vraiment une stratégie cybersécurité, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Donc en gros, c'est ces trois points-là que j'ai divisé pour permettre en fait qu'on puisse vraiment comprendre la chose. Voilà. Donc pour le contexte, moi je vais d'abord donner l'exemple de 2007 en Estonie. Donc nous savons que Estonie c'était un pays d'Europe qui était hyper digitalisé. Donc ils ont vécu le premier cyberattaque qui a paralysé presque le système de l'État pendant, je pense, 15 minutes. Et c'est là que le monde entier, on dit que la cybersécurité est un enjeu primordial. Parce que si une personne réussit à paralyser tout un pays, même si c'est 10 minutes, 5 minutes, c'est quelque chose, sans utiliser d'armes, sans utiliser de moyens, gaz toxiques ou autres. C'est là que les gens ont dit que la cybersécurité est quelque chose de vraiment terrifiant. Et c'est là que beaucoup de pays ont servi. La France a revu l'acte de sa constitution. Ils ont mis, après défense du territoire, c'est la cybersécurité qui vient. Et pas mal aussi d'autres entités et d'autres pays ont revu leur position au niveau cybersécurité, dont le Sénégal en 2008, on a participé à la convention de Malabo. Et puis cette convention a découlé que le Sénégal est venu aussi, a mis en place la loi sur la cybercriminalité, cybersécurité du 28 janvier 2008.
Donc après, aussi la loi sur la protection des données personnelles, toujours en 2008, qui a donné naissance à la CDP que nous connaissons, Commission de protection des données personnelles. Et cette commission est là vraiment pour pouvoir valider, vérifier et sécuriser les données personnelles des Sénégalais. En plus de cela, sur la loi toujours 2008, on a vu la naissance de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. On a vu la division spéciale de lutte de la police nationale. On a vu aussi pas mal d'autres efforts sur la partie cybersécurité, tels que l'école nationale de cybersécurité à vocation régionale. On a vu la DCIC, qui est censée être l'entité, l'autorité, la haute autorité de cybersécurité au Sénégal. Donc on a vu pas mal d'actions en fait qui tendent vers vraiment la cybersécurité. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tout cela suffit? Donc il faut qu'on se pose la question. Donc aujourd'hui, si le Sénégal va vers cette transformation numérique, il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir répondre à toutes ces menaces-là? Donc parce qu'aujourd'hui, on sait que pour vraiment avoir des yeux vraiment sur son cyberespace, il faut mettre en place des procédures réglementaires pour pouvoir vraiment surveiller son cyberespace. Donc il faut vraiment mettre à jour la PCC nationale. Donc on a mis, je pense l'ADE avait écrit une PCC. Donc cette PCC là, je pense qu'elle est un peu vétuste parce que entre temps il y a l'IA, il y a beaucoup de technologies qui ont pris d'assaut le cyberespace, donc il faudra le revoir. Il faut mettre en place un socle national. Donc pourquoi le socle national est important? Donc ça va permettre de pouvoir non seulement superviser le secteur public, tout l'infrastructure du secteur public, mais aussi ça va nous permettre de pouvoir superviser les entités privées. Et pour cela, je pense que la DCC peut prendre le relais parce que c'est la haute autorité de cybersécurité. Et aussi recruter les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on met en place un SOC, c'est quoi un SOC? Sécurité Operator Center, un centre d'opération de sécurité. À l'intérieur, on trouve des êtres humains, on trouve les outils informatiques tels que les SIEM, les logiciels de supervision, ainsi de suite, et aussi les procédures. Mais la particularité d'un SOC, c'est qu'elle doit être disponible H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous imaginez aujourd'hui si on mettait en place un SOC national, donc il y aura beaucoup d'étudiants qui auront du travail qu'on mettra là-bas pour qu'ils puissent vraiment superviser tout le système informatique H24. Donc, et aujourd'hui, nous savons que cela peut se faire. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a un data center, on a aujourd'hui l'ADE qui est en train vraiment, depuis l'arrivée du nouveau DG, qui est en train de prendre de nouveaux orientations. On a aussi notre ministère de tutelle qui est en train de prendre d'autres orientations. Donc, ça va permettre vraiment de pouvoir faire de la cybersécurité une réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il ne faut pas vraiment négliger. On parle de cybersécurité, mais pour que la cybersécurité devienne une réalité, elle doit être vraiment adoptée au niveau stratégique. Ça veut dire que d'abord le gouvernement doit prendre le pied. Aujourd'hui, on doit avoir des sessions de sensibilisation pour le président et ses ministres, parfois peut-être même lors des conseils des ministres. Dès qu'on aborde certains points, à la fin, il y a aujourd'hui l'IT qui viendra faire un petit instant IT, voilà, et dire vraiment, par exemple, gestion de mots de passe. Après le prochain conseil des ministres, il propose autre chose. Donc ça permet vraiment de former, comment on le dit, c'est les membres du gouvernement, après l'Assemblée nationale et toutes les personnes. Et il y a l'école nationale de cybersécurité à vocation régionale qui va venir aussi appuyer et continuer ses missions de formation par rapport à cela. Donc ça, c'est vraiment vivre la cybersécurité. Et aussi faire des campagnes de sensibilisation, faire des mini-séries, faire beaucoup de choses. Donc moi, après, je vais vous partager un lien où, avec notre communauté, on a essayé de faire une mini-série en essayant de sensibiliser pas mal de personnes. Donc une fois que j'aurai terminé lors des questions, je vais le mettre sur le lien. Ça va vous permettre vraiment de voir que on est en train de faire des efforts, mais ça ne suffit pas parce que nous, on n'a pas les moyens. On est une communauté, quand on veut financer certaines choses, on est obligé de le prendre sur notre poche. Donc, on fait des dépôts, des demandes, mais parfois,
pour vous dire que la culture cybersécurité n'existe pas au Sénégal, c'est que tu vas déposer, parfois on ne va pas te répondre, tu courras derrière le ministère, etc. Mais ça, c'était avec l'ancien régime. Je pense avec ce nouveau régime, ça va changer parce que je n'ai pas encore préparé mes objectifs de cette année. Mais je vais déposer en gardant espoir que lors de mes dépôts, je vais me faire entendre et que les choses vont aller vite. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. L'État, sa mission, c'est d'accompagner. L'État ne peut pas tout faire. C'est d'accompagner aujourd'hui les acteurs numériques à pouvoir proposer des choses. Et comment accompagner? C'est donner les moyens financiers. Et après, les autres pourront faire le métier. Donc ça, c'était ça que je voulais vraiment exposer sur la première partie, exposition transformation numérique. Maintenant, on va parler de l'augmentation des attaques. Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi le Sénégal est devenu la cible préférée des hackers? Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Sénégal entre dans une nouvelle phase. Aujourd'hui, on a découvert le pétrole, le gaz. On veut vraiment cette notion de souveraineté économique, numérique, citoyenne, etc., etc. Donc nous, on veut que le Sénégal soit d'abord pour les Sénégalais et qu'après on puisse s'ouvrir. Donc l'idée, c'est d'abord de donner la chance aux fils du pays par rapport à certaines postes de responsabilité, par rapport à aussi certaines ressources. Maintenant, cela, ça ne va pas être facile parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a ce qu'on appelle les enjeux géopolitiques. Vous allez voir en fait parfois des gens qui vont se frustrer par rapport à ça et qui vont aller chercher des hackers qui vont venir essayer d'attaquer le cyberespace pour déstabiliser le pays. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je pense que j'ai parlé d'un SOC national. Donc, il est urgent de mettre en place une unité, une cyber-unité de réponse rapide par rapport aux incidents. Peut-être, pourquoi pas, j'ai écrit un projet sur ça, en les nommant les cybergaindés, qui seront là, chargés de pouvoir veiller sur le cyberespace H24. Donc, faire des simulations de cyberguerre et pas mal d'autres choses. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit faire pour pouvoir vivre réellement la cybersécurité. Comme ça, de telle sorte qu'aujourd'hui, on ne devait pas attendre Kaspersky qui va nous dire « Ah, le Sénégal, vous faites partie des pays les plus menacés. » Parce que, qu'est-ce que Kaspersky a fait? Ils ont mis en place ce qu'on appelle des agents, ok? Ce qu'on appelle des agents. Donc, pour chaque machine où on installe le logiciel Kaspersky, c'est un agent qui est là-bas. Et l'agent va rendre compte au serveur de Kaspersky directement, ok? Donc, en plus de ça, comme je le dis, eux, ils vont avoir une vision par rapport à ça. Donc, je vais faire un partage d'écran en même temps, vous allez comprendre. Vous allez voir en fait comment Kaspersky gère cela et permet vraiment aux personnes de pouvoir voir. Donc, Mohamed, si tu me le permets, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, c'est leur site. Hein. Après, vous pouvez y aller si vous voulez. C'est le site de Roadmap. Donc, ça montre tous les attaques. Et regardez, le Sénégal fait partie des 75 pays les plus attaqués au monde. Donc, je pense que vous l'avez vu, vous le voyez là. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, on montre que le Sénégal fait partie des 75 pays. Et ça varie. Hein. D'autres fois, l'essentiel ne dépasse pas les 100. Ok, il ne dépasse pas les 100. Et cela doit vous permettre de vous poser la question de savoir pourquoi. Donc, je vais mettre le lien du site. Je vous conseille d'y aller et de comprendre. Maintenant, sur ce site-là, on a des interfaces qui nous permettent de voir, par exemple, par rapport au Sénégal, le nombre d'attaques et les statistiques, par exemple, ici, les détections par seconde. Vous pouvez faire les détections par mois, vous avez vu. Donc, les pays les plus attaqués au monde. Après, ici, vous pouvez choisir le type d'attaque, les données. Donc, il y a tout. Hein. Je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, après, ça m'a permis d'aller sur cette page et de voir qu'au Sénégal, c'est les chevals de Troie qui sont plus les vulnérabilités. On a plus ces vulnérabilités-là. Parce que pourquoi? Parce que les gens aiment vraiment télécharger des logiciels n'importe où ou craquer des logiciels. Et derrière, il y a des chevals de Troie. Donc, si on fait l'état des types de menaces, on a plusieurs types de menaces, donc tels que les vers, les virus, les chevals de Troie, les ransomware, les spyware, donc pas mal de trucs. Donc tout ça en fait réagit par rapport à cela. Maintenant après si je continue par rapport à ceci,
Nous allons voir aussi qu'il y a un autre site de Kaspersky qui est là, donc je vais aussi vous le donner, qui va donner les statistiques, les vraies statistiques par rapport au Sénégal. Vous avez vu République du Sénégal. Donc là, j'ai seulement vu par rapport au type d'attaque, les ransomware, etc. Et regardez la freeze. Donc ça vous permet de voir en fait, vraiment je pense qu'il n'y a même pas eu un mois où les freezes seront à plat. Donc il y a tellement eu d'attaques par rapport à ça. Donc c'est des choses qui vous permettent de savoir. Et je pense que si on met en place cette structure-là, ça nous permet aussi, ces sites-là, c'est bien de faire la veille technologie et de voir qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Donc c'est ça en gros. Donc par rapport à ça, vous voyez, hein, donc les attaques, il y a des attaques sur le réseau, je vais agrandir plus, on va voir. Il y a des attaques ransomware, donc si on regarde pour les ransomware, il suffit seulement de cliquer et vous allez voir, regardez les attaques ransomware au Sénégal. Ça c'est jusqu'à février. Regardez les pics. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc regardez les types d'exploits. Donc par exemple, qu'est-ce qu'un exploit? C'est une faille qui a été découverte et testée en fait. Donc les menaces sur le web, vous avez vu. Donc je pense que ça peut vous faire un peu peur parce qu'aujourd'hui on voit que les courbes sont toujours ascendantes pour la majeure partie des cas. Donc des courriers indésirables, donc les spams qu'on reçoit, et ça c'est par mois, regardez. Donc c'est pas mal de choses qui vous disent vraiment des infections locales, vous avez vu, donc ça permet, vous avez vu, donc les flux sont toujours ascendantes et ça il faut vraiment réfléchir sur ça et dire qu'est-ce qui nous attend. Donc en gros il faut savoir que pourquoi le Sénégal est devenu la cible préférée des attaquants, c'est que on sait que maintenant que le Sénégal a ces ressources-là et que on va devenir un pays émergent. Donc c'est pourquoi il faut être vigilant, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Voilà. Donc c'était ça que je voulais dire sur la partie augmentation. Maintenant pour la partie manque de sensibilisation et préparation, donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc il y a le manque de compétences locales. Donc on a peu de personnes qui sont certifiées. Ok, donc c'est pourquoi parfois on est dépendant des prestations étrangères. Pourquoi on a aussi ce barrage de certification? C'est qu'aujourd'hui le Sénégal c'est un pays francophone. Donc beaucoup de personnes ont ce barrage-là. Moi il y a certains étudiants, quand je les envoie des liens, ils me disent, est-ce que la certification est en français? Pourquoi la certification doit être en français? Ok? Donc vous savez que l'anglais aujourd'hui c'est la langue la mieux parlée dans le monde. Donc et même là c'est la langue de l'informatique. Ok, donc pourquoi aujourd'hui un étudiant va te dire les certifications en anglais? Et c'est ça en fait qui fait peur parfois à la majeure partie des personnes et ils ne vont pas faire les certifications. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, par rapport aux pays anglophones, on a plus de certifiés qu'aux pays francophones. Parce que les personnes ne comprennent pas la langue, donc ne veulent pas faire ces certifications. Parce qu'aujourd'hui, une certification, il faut savoir que ça valide vos compétences. Donc vous êtes allé à l'école, on vous a formé. Donc on vous a dit c'est ça. Et quand vous suivez les parcours de certification, donc vous devez être en mesure de pouvoir gérer cela. Donc cette première barrière, c'est la langue en fait. Et moi, je conseille vraiment aux étudiants qui veulent vraiment embrasser cette carrière de cybersécurité, c'est vraiment de parler l'anglais. Donc d'essayer vraiment de créer des clubs, de parler l'anglais entre vous, de suivre des films en anglais et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va vous ouvrir des portes. Une fois que vous prenez l'avion, je vous dis, et que vous quittez l'aéroport, quand vous allez aller sur certains pays, plus de français. Vous allez rester pendant des mois, pendant des trucs où vous n'allez jamais entendre quelqu'un parler du français. Donc ça va être très compliqué. Lors de mon voyage en 2022, c'était pareil. Quand j'ai quitté le Sénégal, je suis parti. Mais à Addis Abeba, les gens parlaient l'anglais. Donc même quand on est descendu au Mali, certains étrangers parlaient en anglais. Quand on est passé à l'aéroport international d'Inde, les gens parlaient l'anglais. Donc il n'y avait plus de français. C'était comme si... Et c'est là que j'ai dit, mais le français, nous, on nous ment en fait. Au Sénégal, on est là, on nous fatigue avec les matières en français, alors que c'est l'anglais qui est très puissant à travers le monde. Donc il faut vraiment le faire, ça je vous le conseille. Donc faible intérêt des jeunes pour la carrière en cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de bons mentors.
ou bien parfois l'État aussi n'aide pas en fait, parce que les jeunes parfois quand on fait de la cybersécurité, automatiquement on vous assigne à un black hacker. Ah vous voyez, tu es un hacker, c'est ça que vous entendez. Et parfois aussi l'État avec les lois, c'est un peu dur. La loi aujourd'hui, je vais montrer des extraits sur la loi du 25 janvier 2008. Qu'est-ce qu'il dit? On dit que toute personne qui tente ou essaye de faire, je ne sais pas, un ping dans un système d'information sans autorisation, voici les peines de prison, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Et puis, les gens appliquent cette loi-là et parfois, il y a des jeunes qui tombent sur ce filet-là et qui sont sévèrement punis. Alors que peut-être avec un petit encadrement, on aura des cyberguindés qui pourront vraiment protéger ce cyberespace-là. Moi, je parle du cas du jeune Souleymane Fall. Donc, il y a eu un jeune qui était très bon en informatique, mais finalement, il a été enfermé. Après, il y a eu beaucoup de problèmes et maintenant, on a perdu ce jeune-là. Donc, il faut vraiment que l'État puisse accompagner les talents et que si un jeune fait quelques erreurs, on dit à ce jeune-là, ok, vous avez fait une erreur, on va vous corriger, mais cette correction, c'est vous amener peut-être à l'armée, après vous allez devenir un soldat, et vous allez, vos compétences, vous allez le vendre à l'État. C'est comme ça que les États-Unis font et les autres pays. Aujourd'hui, allez-y en Chine, on parle de hackers sponsorisés. Allez-y aux États-Unis, la CIA vient recruter pas mal d'analystes chaque année, et ainsi de suite. Donc, on a besoin vraiment de ces talents locaux pour qu'ils puissent vraiment être. Et la cybersécurité, on doit le vivre en fait. Donc, après aussi, on a des faibles infrastructures de sécurité. On doit avoir des SIEM, des big SIEM. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous aimez suivre des séries ou des films en rapport avec la cybersécurité, le hacking, vous allez voir que parfois il y a des sociétés qui occupent des bâtiments, des 1000 bâtiments et autres. Il n'y a que des ingénieurs en cybersécurité qui vont faire de la supervision, de l'attaque, etc., etc. Donc, eux, leur rôle, c'est H24 concentration par rapport aux menaces. Donc, il faut investir sur les SOC, comme je l'ai dit. Donc, plus de SOC, il faut mettre en place. Et puis, l'ensemble de ces SOC-là vont donner des informations. Donc, chaque société met en place des SOC. Sinon, pas des SOC, ils vont louer des SOC. Et après, ces SOC-là vont prendre des informations, ils vont les remonter au SOC national. Et le SOC national pourra faire aussi le tri et permettra vraiment de pouvoir suivre toute cette activité cybersécurité. Donc, tout ça, c'est des principes qu'on peut mettre en place. Et il faut que le Sénégal puisse revoir d'abord ces cadres réglementaires. Donc, comment le faire? On doit mettre à jour la loi sur la cybersécurité. C'est depuis 2008, les gars. Je pense 2008 à maintenant, presque c'est 15 ans ou 14 ans. Donc, il faut qu'on le revoie. Il faut qu'on revoie la loi sur la protection. Il faut qu'on revoie même la place de la DCIC. Donc, comment elle peut devenir une vraie entité de cybersécurité? Et quels sont ses rôles? Parce qu'aujourd'hui, regardez l'ANSSI par rapport. L'ANSSI en France, on la sent. On sent que l'ANSSI est là pour les Français. Ils font des activités. Ils sont près de la population. Ils sensibilisent, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse revoir cela. Il faut qu'on puisse revoir la place de l'école nationale de cybersécurité à vocation régionale. Il faut qu'on puisse revoir la place de la division spéciale de la cybersécurité de la police, la plateforme aussi de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie. Il faut qu'on revoie pas mal de choses qui vont permettre aujourd'hui pour que le Sénégal puisse vraiment veiller à cela. Il faut aujourd'hui qu'on puisse ratifier cette loi sur la signature électronique, pour qu'on puisse aujourd'hui mettre en place un PKI national, une véritable PKI national qui va permettre de pouvoir signer ces documents numériques de manière sécurisée. Et aujourd'hui, on peut lutter contre pas mal. Et puis, on parle de digitalisation. Et je pense que c'est le moment vraiment de mettre en place tout ceci. Parce que je pense au Sénégal, on ne reconnaît pas encore cette signature numérique. Et donc, il y a pas mal de choses. Donc, après cela, il faut mettre la culture cybersécurité. Et pour ça, c'est les associations qui peuvent vous aider et les communautés. Donc, c'est des jeunes qui sont là, qui sont près de la population, qui pourront vraiment aller vers cette population-là, les sensibiliser, parler avec eux, avec leur langue locale. Donc, vous prenez aujourd'hui un Peul, vous le formez en cybersécurité, vous lui dites, allez-y dans votre région et allez sensibiliser. Vous lui donnez les moyens, vous lui donnez les t-shirts qu'il faut, etc. Il va aller parler avec la langue. Vous prenez un Djola, même chose. Vous prenez un Wolof, etc., etc. Vous prenez un Manjak. Donc, et ces gens-là vont partir dans leur région et vont être les relais de sensibilisation. Parce que je vais vous donner un exemple avec la communauté Route SN. Il y a ce concept-là qu'on dit la micro-sensibilisation. Donc la personne, elle est là avec par exemple son entourage. Il essaye de sensibiliser. Et lui, à son tour,
il va demander à la personne qui l'a sensibilisé d'aller aussi chez lui, de sensibiliser, et ainsi de suite. Et après, ainsi de suite, on aura une sensibilisation en masse. Mais ça aussi, il faut que l'État aussi puisse intervenir. Pourquoi ce webinaire qu'on fait? Peut-être que l'État dit, ok, on va créer, je pense que j'avais même écrit au DG de la RTS en lui disant que on aimerait avoir une émission de cybersécurité, ou peut-être on va inviter des jeunes, on va inviter des experts, etc. Les gens vont parler de la cybersécurité et le Sénégal va pouvoir comprendre, parce que beaucoup de gens pensent que c'est dans les films. Comment une personne peut attaquer un réseau à distance, comment quelqu'un peut voler des données. Il y a des gens, ils ne croient pas à cela. Ils pensent que c'est dans les films. Donc tout ça, c'est des choses vraiment qu'on doit revoir. Donc, et aussi, il faut investir dans la formation. Moi, je fais partie des personnes qui ont écrit le BTS de cybersécurité du Sénégal. Donc ce BTS, actuellement, je pense qu'on l'a mis en place. Et je fais partie aussi des personnes qui ont mis en place la certification de cybersécurité que Force N a mis en place. Donc tout ça, c'est des efforts de cybersécurité par rapport à mon engagement pour pouvoir permettre aux jeunes Sénégalais d'avoir la chance de pouvoir vraiment connaître c'est quoi les normes cybersécurité. Donc ça, c'est quelques actions vraiment qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, on sait qu'au Sénégal, il y a pas mal de PME, de start-up. Les jeunes doivent voir sur le open source, doivent permettre à ces PME-là d'avoir des solutions sécurisées et à moindre coût. Vous avez vu, donc les jeunes, pour qu'ils puissent réfléchir, c'est pourquoi dans la formation, on doit revoir certaines formations. Que ça ne soit pas des formations généralistes, mais des formations qui vont permettre vraiment d'avoir un peu d'utilité. Et que quand un jeune va sortir, au moins on va découvrir une solution. Mais combien de jeunes sont formés par année au Sénégal et combien de jeunes proposent des solutions par année au Sénégal? Donc il faut vraiment qu'on revoie cette position-là. Et ça va permettre aussi de faire confiance au talent local. Et comme ça, les jeunes pourront créer et après on pourra mettre en place. Parce qu'il ne faut pas vous voiler la face. Si on veut une vraie souveraineté numérique, il faudra créer des logiciels de cybersécurité Made in Sénégal. Et ces logiciels Made in Sénégal vont permettre aussi qu'on puisse mettre des codes à nous, des codes peut-être en Wolof, ou etc. Et ces codes-là vont permettre aussi à d'autres entités de ne pas comprendre comment on l'a mis en place. Et c'est ça qui va permettre de créer la culture du secret. Mais si on continue à utiliser les Kaspersky, la preuve Kaspersky, vous avez vu, il nous a donné toutes les données au Sénégal. Si on continue à utiliser les FortiGate, etc., ou bien des logiciels, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. On peut les utiliser, on peut le mettre à un certain niveau sur l'architecture, mais on peut aussi le mettre de telle sorte qu'il ne pourra pas transmettre certaines données. Donc, avec nous aussi, en même temps, en mettant des principes de surveillance. Donc, il faut, voilà, comme les Chinois, comme les Indiens, comme les États-Unis, etc. Donc, il faut parfois avoir sa propre technologie, le mettre sur la partie cyberespace et avant d'utiliser la technologie de l'autre. Ça, c'est important. Voilà. Et je vais bientôt terminer. Donc, pour le développement de l'écosystème local en cybersécurité, il faut encourager la création de startups spécialisées en cybersécurité. Il faut mettre en place des incubateurs et des programmes de formation spécialisés. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, si peut-être il y a un représentant qui est là, je vous lance un appel. Approchez-vous des experts en cybersécurité et mettons en place, par exemple, comme on a inséré l'anglais aujourd'hui dans les cours, on peut le mettre aussi des trucs de sensibilisation, que ça soit par exemple dans n'importe quel type de filière. Il faut qu'on ait un module de sensibilisation qui va permettre vraiment de pouvoir sensibiliser les personnes de telle sorte que quand ils vont sortir, ils savent déjà les dangers. Et même le ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Sécurité by design. Ça veut dire que dès le début, on commence vraiment à sécuriser. Mais on peut le faire pour la jeune génération. Comme ça, on pourra vraiment gérer cette jeune génération-là. On pourra les sensibiliser, la culture numérique, culture cybersécurité, peu à peu, mettre des dessins animés, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et il faut investir dans la cybersécurité. Donc, vraiment, il faut que nos dirigeants comprennent, mettent l'accent et puissent continuer. Il faut aussi il faut appliquer les normes et les règlements internationaux, les ISO, les GFR. Et pourquoi pas, aujourd'hui, on parle de RGPD. RGPD, c'était une norme européenne, mais elle est devenue une norme internationale parce qu'aujourd'hui, la RGPD a su s'imposer. Pourquoi pas l'Union africaine aussi met en place quelque chose qui va permettre d'être aussi une norme internationale parce que ce sera vraiment quelque chose de lourd. Et je l'avais dit, c'est ensemble qu'on pourra vraiment réussir
la cybersécurité. Si aujourd'hui chaque pays africain veut faire de son côté, ça va être très dur. Il faut qu'on puisse se réunir ensemble et créer une haute autorité cybersécurité africaine qui va vraiment chapeauter toutes les autres autorités cybersécurité. Donc, il faut vraiment faire la création d'excellence et de recherche, donc faire des formations, des certifications internationaux, même locales aussi, et pas mal de choses. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vraiment, je suis pas sorti du débat. Maintenant, je vais vraiment laisser les gens poser leurs questions. Laisser aussi, j'ai vu pas mal de noms qui sont là, qui sont des personnes que j'admire beaucoup avec moi et qui font de bon travail dans le cyberespace. Aussi, ils auront la parole s'ils veulent, hein, ils pourront intervenir et tout. Donc, c'était ça. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, donc, merci beaucoup, Monsieur Dacosta. Merci pour toutes ces connaissances-là que vous nous avez transmises. Donc là, je pense qu'on peut passer aux questions. Il y a Monsieur Camara qui a demandé pourquoi l'insertion professionnelle en matière de sécurité de l'information n'est pas le problème. Bon, Camara, si tu peux activer ton micro, est-ce qu'il est là actuellement? Ok, donc je vais activer les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Dame Keita, tu peux ouvrir ton micro. Allô? Allô? Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous remercie pour cette initiative. De passage, nous saluons M. Gérard Dacosta pour cette belle présentation qu'il nous a fait sur la cybersécurité. Moi, je voulais poser une question. Je pense que aussi ce sera comme une suggestion d'idée, parce que en fait, je suis un des lauréats de Force N qui a eu à assister sur qui a eu à obtenir des certifications via les formations offertes par cette initiative. Donc je voulais savoir, en tant qu'entrepreneur, je suis un entrepreneur qui a l'ambition de créer une boutique en ligne. Est-ce que, Monsieur Gérard, ce sera possible d'intégrer, c'est-à-dire entraîner une IA pour la détection des menaces concernant la sécurité des plateformes de vente en ligne? Merci, c'est ça ma question. Ok, donc je pense que la question elle est pertinente, mais je vais vous dire que déjà il existe des IA qui le font. Donc après peut-être la question que j'avais dit tout à l'heure, avoir nos propres IA made in Sénégal, mais on a déjà aujourd'hui ce qu'on appelle des systèmes intelligents de sécurité, à savoir on a des Next Generation Firewall, on a des antivirus intelligents comme Sentinel-1 et pas mal d'autres. On a aussi des systèmes de détection intelligents, on a aussi même des systèmes autonomes intelligents tels que Darktrace, qui est le premier système autonome intelligent de cybersécurité qui fait en fait comme le corps humain. Dès qu'il détecte une attaque, il va créer ce qu'on appelle des antigènes pour pouvoir stopper des menaces, donc des menaces inconnues ou connues. Donc tout ça, c'est des choses. Alors, par rapport à ta question, je pense que pour l'instant, vous pouvez utiliser les technologies qui sont déjà là et après réfléchir sur des technologies made in Sénégal pour pouvoir vraiment avancer sur cela. Mais il existe bien des choses comme ça. Ah d'accord, ok, merci beaucoup Monsieur Gérard, merci beaucoup. Donc, Monsieur Dacosta, par rapport aux attaques que vous avez signalées tout à l'heure grâce au rapport de Kaspersky, il y a Madame Lindor qui a demandé quels sont les réels dangers de ces attaques-là que vous avez citées. Ok, donc merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un cheval de Troie. Donc, si on se réfère sur c'est quoi une attaque de cheval de Troie, c'est un logiciel qui paraît un logiciel légitime, mais derrière,
il y a un virus, un ver ou autre chose. Donc, il y a peut-être même des spyware, donc des logiciels espions, qui vont voler vos données, transmettre vos données à une personne tierce. Ou il y a même des trucs de ransomware qui vont venir crypter vos données et vous demander de payer. Donc, il y a pas mal de dangers par rapport à ça, tels que vol de données, fuite de données, kidnapping de données, après on vous demande de payer, et ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait. Donc, du cyberespionnage, du cybercriminalité, etc. Donc, tout ça, c'est des menaces qui sont connues et des risques derrière en fait, par rapport à ces menaces-là. Et aujourd'hui, on voit qu'au Sénégal, c'est plus les menaces de cheval de Troie qui sont plus détectées par Kaspersky par rapport à leur serveur. D'accord. Et Madame Ndiaye a demandé, pour quelqu'un qui veut se spécialiser en cybersécurité, quelle piste lui donnerez-vous? Bon, c'est comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, la cybersécurité, elle est vaste. Il faut savoir qu'elle est très, très, très vaste. Maintenant, l'idée, c'est toujours ce que je dis à mes étudiants de première année. En première année, on vous donne tout. Maintenant, c'est à vous de vous spécialiser, de voir là où vous êtes plus à l'aise, en fait. Et après, vous y allez à fond et vous devenez spécialiste dans ce domaine-là. Donc, il y a l'analyse, il y a le pentesting, il y a tout ce qui est stratégie, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses en cybersécurité. Maintenant, c'est à vous de voir là où vous vous sentez le mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la personne qui sait, en fait, quand elle va faire quelque chose, là où elle peut vraiment, malheureusement, beaucoup de jeunes font pour l'argent. Ah, ici, on voit qu'aujourd'hui, les pentesters, ils sont bien payés, donc je vais y aller. Alors que vous n'avez pas ces talents en pentesting, en fait. Vous ne savez pas chercher l'information, etc., etc. Il y a d'autres jeunes, ils sont bons en cyberdéfense. Ils savent configurer des firewalls, mettre en place des proxys, des VPN. Donc, ils sont très bons dans ça, et ainsi de suite. Donc, chacun doit détecter, en fait, là où il est le mieux et il se sent plus fort et vraiment aller à fond sur ça et après spécialiser. Moi, pour ma part, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, techniquement, je peux rivaliser avec pas mal de personnes, et ainsi de suite. Mais je me suis vu qu'en matière de sensibilisation, c'est ma passion en fait. Et je me suis spécialisé en ça. Moi, je fais que de la sensibilisation informatique. Donc, parler aux gens, leur expliquer les dangers, et ainsi de suite. Donc, et il y a d'autres personnes qui sont très bien en pentesting. Et ces personnes-là, je vais les appeler. Si j'ai des missions, on va collaborer et on va avancer ensemble. Parce qu'il faut savoir que la chose, c'est le travail de groupe. Et c'est ce travail de groupe qui va nous permettre d'avancer ensemble. Voilà. Pour le même sujet, il y a Madame Faye qui a demandé quelle certification vous conseillerez pour ce type de formation. Bon, il y a des certifications de départ. Déjà, comme l'ANSSI a mis en place déjà une certification de base, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous approcher de Force N et faire aussi cette certification que je vous conseille très mal, qui est une certification Made in Sénégal, parce qu'on a pris vraiment ce qui se fait à l'international et ici on a mixé vraiment, donc je vous conseille de le faire. Et aussi faire des certifications telles que, comment je peux le dire, il y a des certifications de base pas mal que vous pouvez faire. Donc il y avait un document sur la certification que j'avais présenté, donc mais il faut faire des certifications de base. Déjà, pour vous donner, allez-y dans les plateformes telles que Try Acme, Axebox, déjà apprendre du CTF, apprendre comment faire Capture the Flag, avoir des badges, remonter, ainsi de suite. Donc après, une fois que vous l'avez et que vous êtes stable dans une entreprise, faites le CH. Et avant même le CH, vous pouvez faire le Network Defender, qui vont vous donner vraiment les bases pour pouvoir protéger un réseau. Et après, faites le CH. Donc après le CH, il y a une certif là, je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma tête. Les experts qui sont là, je vous ai dit, il faut m'aider aussi. Hein. Comme je le dis, c'est une collaboration. On pourra collaborer ensemble. Donc il y a pas mal de certifs. Oui, le document où je présentais les faire carrière sur la cybersécurité. Voilà. Je vais vous partager, vous allez voir. Tac. Donc, je pense que vous voyez le document. Donc, voilà. Pour les certifications, vous avez vu CompTIA. Vous pouvez faire CompTIA qui est vraiment complet. OK? Ici, il y a eu une petite discussion. Les gens m'ont dit d'enlever CH dans la partie certification niveau 1 à 4. Et je pense que je suis tout à fait d'accord. On peut enlever ça.
et mettre les certifications de base, hein, donc comme tu as sécurité, on peut mettre les certifications de Cisco cybersécurité, et après venir ici mettre CH avec les CCSP, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de certifs donc qui vont vous permettre. Et faites aussi des certifs gratuits, hein. Faites des certifs gratuits qui vont vous permettre. Moi, vous avez vu la liste des certifs, que ce soit des certifs gratuits, payants, qui vont vraiment vous permettre d'avoir une base sur n'importe quelle chose. Il y aura pas mal de choses que vous pourrez faire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dagosta. Moi, la question que j'aimerais vous poser, ce serait par rapport à ce que vous avez dit, ce qui freine beaucoup de personnes qui se forment dans la cybersécurité, c'est-à-dire les lois qui empêchent les gens de tester certaines choses, ou bien même dans la conception, dès qu'on parle de cybersécurité, on nous voit comme des hackers. Selon vous, quelle serait la solution par rapport à tous ces barrages-là qui nous empêchent de développer nos compétences, de nous entraîner, de tester des choses? Ok, donc comme je l'ai dit, hein, par rapport à ça, il faut seulement faire ce qu'on appelle la veille technologique. Et aussi, il faut que l'État puisse revoir les lois. La loi du 25 janvier 2008, revoir sa position. Et aussi accompagner. Accompagner, c'est déjà mettre en place un cyber-range national. Donc, un cyber-range qui va permettre aux étudiants de pouvoir vraiment faire des tests de pénétration, ou même des professionnels des entreprises, ainsi de suite. Ça va être très bénéfique de faire des cyber-ranges par rapport à ça. Donc vraiment revoir tout ce qui est cadre réglementaire et après accompagner comme il faut ces jeunes-là qui veulent vraiment s'orienter en matière de cybersécurité. Il y a quelqu'un qui a dit on n'a pas répondu à sa question. Oui, c'est Camara. Camara, est-ce que tu peux allumer ton micro pour mieux expliquer ta question? D'accord. Bonsoir. Bon, merci pour la présentation. Bonsoir. Qui a été enrichissante. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui amène le fait que l'insertion des personnes, par exemple des gens qui sortent fraîchement de l'école, ne s'insèrent pas vraiment directement en cybersécurité. Donc, ils vont faire, par exemple, d'abord développeur, ensuite monter en niveau, tout ça là. Qu'est-ce qui explique cela? Ok. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Je l'ai dit pour plusieurs raisons. J'ai dit la culture cybersécurité. Aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas mis en fait pas mal de choses. Malgré tout ce que j'ai cité, il reste beaucoup. Donc, aujourd'hui, ces personnes qui sont sorties avec des talents en cybersécurité, où on va les insérer? Donc, ça, je te repose la question. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sortir avec un background en cybersécurité, vous allez sortir avec des compétences, mais où on va vous insérer? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de SOC national, il n'y a pas toutes ces infrastructures qui sont capables vraiment de vous accueillir pour pouvoir vraiment faire la cybersécurité. C'est pourquoi parfois il y a du réseau, il y a d'autres travails qui sont là. Vous êtes obligé de le faire pour pouvoir survivre, parce que vous n'allez pas rester là à dire que moi je fais de la cybersécurité. Mais si l'offre est plus petite que la demande, vous êtes obligé vraiment de faire. Et pour cela, j'ai donné les solutions. Il faut mettre en place des SOC nationales, il faut mettre en place de petits mini-SOC pour chaque entreprise. Il faut vraiment faire que la culture cybersécurité soit une réalité, de telle sorte qu'on pourra recruter massivement des jeunes en cybersécurité. Voilà. Ok. Donc, il y a Madame Fall qui a demandé, face à la croissance de ces cybermenaces, le Sénégal dispose-t-il des infrastructures et des ressources humaines nécessaires pour garantir la sécurité des données sensibles et de ces infrastructures critiques? Comme je le dis, hein, en tout cas, le Sénégal est en train de faire de son mieux. Mais comme on le dit, toute action, il faut vraiment encore beaucoup plus. Il faut encore beaucoup plus y aller. Donc, par rapport à ça. Mais le Sénégal est en train de faire de son mieux par rapport à ces actions-là.
même si c'est pas vraiment quelque chose de facile. Voilà, même si c'est pas quelque chose de facile. En tout cas, par rapport à ça, le Sénégal, je pense que il y a pas mal d'attaques qu'on a réussi à déjouer, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi se voiler la face. On a pas mal de talents. Comme je l'ai dit, sur le groupe là, il y a pas mal de personnes qui sont ici, qui sont des gens que je respecte beaucoup dans le milieu, et qui sont en train de faire d'excellent travail, sans bruit, sans rien du tout. Et vraiment, voilà, maintenant, parfois le travail est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas cette main d'œuvre aussi de personnes qui pourront les suivre par rapport à tout ce qu'ils feront, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait, par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, s'il y a d'autres personnes qui peuvent compléter, on pourra y avancer. Donc, s'il y a des contributions, une personne qui aimerait ajouter n'importe quoi par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ok, donc, monsieur Dacosta, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le développement d'une équipe d'experts en cybersécurité appelée Gende. Cyber Gende. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui se rapproche actuellement plus au Sénégal de ce concept-là? Bon, comme je l'ai dit, on a déjà la police et la gendarmerie qui sont en train de faire un excellent travail. Je pense que parfois même vous voyez, on écrit que la cybercriminalité a fait ceci et cela. Mais parfois, les gens exagèrent sur certains termes, en fait. Donc, il faut vraiment dissocier certaines actions qui sont des actions des délinquances numériques et la cybercriminalité, etc. Donc, parfois même, comme je le dis, eux, ils font le travail normalement que aujourd'hui, si on avait un SOC national ou une division de réponse rapide par rapport au cyber accident. Donc, il y a aussi le cas Dakar qui est en train de faire parfois du bon travail par rapport à ça. Mais aujourd'hui, pour que ça soit une réalité, comme je l'ai dit, il faut que l'État puisse couvrir cela. Il faut que l'État puisse prendre position et mettre en place des ressources nécessaires pour pouvoir faire l'accompagnement et qu'on puisse même avoir une équipe qui pourra participer à des compétitions internationales, nationales ou locales. Donc aujourd'hui, on voit que on parle du Bénin, on parle d'autres pays africains qui sont en train de faire de l'émergence vraiment dans cette matière-là, qui ont même des équipes qui vont gagner des compétitions. Même la Mauritanie récemment a été deuxième lors d'une compétition africaine. Et on s'est posé la question, où sont l'équipe sénégalaise? Donc aujourd'hui, il y a un tel problème. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse vraiment rattraper cela, qu'on puisse mettre en place des actions concrètes, qu'on puisse créer des équipes et des personnes qui pourront vraiment aller représenter le Sénégal dignement et aussi protéger le cyberespace. Donc ça, c'est vraiment une politique. D'abord, il faut que l'État soit conscient de cela et ne pense pas que ces jeunes-là veulent seulement qu'on leur donne de l'argent. Et après, voilà quoi, ils vont faire le truc de geek, comme ils aiment le dire, et qu'ils savent que voilà, ils en ont besoin. C'est vraiment une question de priorité nationale. Oui, monsieur Djedjo, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Ok, monsieur Dacosta, ça c'est le grand route. Bonsoir à tout le monde. Bon, au fait, moi j'avais juste une question pour le géant Dacosta par rapport au fait aux menaces de cybersécurité qui sont les plus courantes actuellement. Bon, pratiquement comme on le sait au Sénégal, on a tendance en fait à tout le temps, comme il l'a dit tout à l'heure, soit on nous envoie des photos, soit on nous envoie des liens, on clique dessus directement sans en faire attention. Et par rapport au fait aux attaques par rapport aux infrastructures, comme on l'a vu récemment avec la BHS, si je m'abuse, par rapport au fait aux attaques qu'ils ont subies récemment.
Ma question est la suivante. En fait, par rapport à la digitalisation que le Sénégal est en train d'entamer actuellement, donc on peut dire qu'en fait aujourd'hui, pratiquement tout le service du Sénégal va être digitalisé. Ne pensez-vous pas que ça va être en fait une faille qui va encore plus nous tomber dessus, vu qu'actuellement, avec les statistiques que vous venez de montrer tout de suite, qu'on fait partie les pays les plus attaqués, est-ce que ça va pas encore plus nous vulnérabiliser, excusez-moi, davantage? Merci. Allô, donc merci beaucoup, hein, M. Diédhiou, pour cette intervention-là. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, avec tous ces attaques-là que nous voyons et tout, donc le Sénégal est toujours vulnérable. Et comme on le dit, il n'y a pas de sécurité à 100%. Et comme il n'y a pas de sécurité à 100%, il faut vraiment réfléchir au plus vite sur des stratégies de cybersécurité. D'abord, moi, je pense que je vais répéter encore l'État. L'État est le premier acteur qui doit vraiment se réveiller, véritablement. Quand je dis se réveiller, ils doivent se réveiller véritablement. Et après, les autres vont suivre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle, même ces menaces-là, je pense que je n'ai pas précisé. Maintenant, il y a des menaces qu'on appelle des APT, donc des menaces avancées et persistantes, et qui sont vraiment des menaces qui fatiguent pas mal de Sénégalais actuellement. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, par rapport à cela. Mais ce que vous avez dit, ces préoccupations-là sont mes préoccupations. Et je pense peut-être qu'il y a des personnes qui seront là pour pouvoir compléter. Voilà. Il y a Sen qui est arrivé. Ouais. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Gérard. C'est vraiment un plaisir de t'entendre parler. En t'entendant parler, on voit nettement que c'est quelqu'un qui maîtrise ce dont il parle, vraiment. Et c'est toujours un plaisir de recevoir certaines informations venant de vous. Moi, en tant qu'ancien RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information de l'ANSD et maintenant le directeur des systèmes d'information d'une banque de la place, je peux parler en termes de sécurité, juste pour vous conforter dans ce que vous dites. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que voilà, l'État est dedans, je veux juste vous faire passer une information que l'État a exigé à toutes les directions de l'État d'avoir un responsable RSSI. Ça, c'est ça, je vous le dis, c'est une obligation maintenant. Tout ce qui est direction qui appartient à l'État, et cette direction doit être dotée d'un responsable sécurité des systèmes d'information. Moi, je suis le premier responsable sécurité des systèmes d'information de l'ANSD. Donc, le problème maintenant, c'est les entreprises privées. Et aussi là, moi, je dirais que le problème se crée. Le besoin, même autant pour moi, le besoin se crée. Moi, quand je venais d'occuper le poste de directeur des systèmes d'information dans la banque, il n'y avait pas de département de sécurité. Mais il m'a fallu convaincre la direction. Parce qu'en fait, je suis ingénieur en sécurité. D'ailleurs, je prépare ma thèse en cybersécurité. Donc, je suis une adepte de la sécurité. Mais j'ai créé ce besoin-là au niveau de l'entreprise. Quand je dis que j'ai créé ce besoin-là, je les ai montré l'impact qu'une attaque peut causer, l'impact qu'un piratage de manière générale peut avoir sur une entreprise. Et là, de suite, on a créé le département. Au départ, c'était pas un département, c'était juste une personne qu'on avait recrutée qui nous gérait la sécurité. Mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on voit, on est une banque, donc on a été au courant de ce qui s'est passé avec la BHS. Et alhamdoulilah, ce n'est pas que la BHS, beaucoup de banques ont subi des attaques. Moi, dans la banque où je suis, par exemple, rien qu'en 2024, on a subi près de 300 et quelques attaques. Et toutes ces attaques ont été déjouées, alhamdoulilah.
juste pour vous dire que maintenant c'est un problème. C'est un problème qu'on a dans les entreprises privées ici au Sénégal. Il croit que voilà, tant qu'on n'est pas victime d'une attaque, investir dans la cybersécurité, dans la sécurité de manière générale, devient une perte. Alors que c'est pas ça. La sécurité avant tout, comme on le dit. Donc, c'était juste une contribution que je voulais vous apporter par rapport à ça, pour vous dire que l'État a obligé à toutes les directions de institutions étatiques d'avoir un RSSI. Merci encore une fois. Merci, monsieur Sen. Ça se voit vraiment que on est du milieu et c'est toujours un plaisir aussi d'entendre des collègues du milieu. Et pour reconforter la dernière phrase que vous avez dit, on dit en fait il y a deux types d'entreprises, ceux qui sont hackés et maintenant qui vont chercher de l'aide, et ceux qui ne savent pas qu'ils ont été hackés et qui sont en train de perdre des données sans le savoir. C'est ces deux types-là, mais il n'existe pas d'autres types d'entreprises. Et ce que vous avez dit, c'est assez essentiel. L'État, certes, a mis en place tout cela. Maintenant, il faut une politique véritable de suivi qui va permettre qu'on puisse vraiment implémenter cela, et pas seulement au niveau étatique, des trucs étatiques, mais aussi même des privés, ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle intervention qui consolide vraiment mes idées, et merci beaucoup, Mr. Sen. Donc, je crois que M. Djedjo avait levé la main pour participer. M. Djedjo, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je laisse d'abord la main à Bathily. J'avais juste une question à... D'accord. D'accord, très bien. Bathily, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à M. Gérard, l'expert de nous toujours. Bon, et là, félicitations pour cette. Bon, c'est l'habitude, vous êtes bien exposé, vous avez tout parler de toutes les problématiques que nous sommes confrontés au Sénégal par rapport à la cybersécurité. Juste peut-être une contribution par rapport à tout ce qui est CERT, à tout ce qui est SOC. Je pense, comme l'a dit Gérard, ces genres d'institutions-là doivent être mises en place, d'accord, doivent être fonctionnelles sur tout le secteur national, surtout aussi dans la partie veille en matière de tout ce qu'on appelle du cybersécurité intelligente, d'accord. C'est-à-dire ces genres de personnes-là vont juste s'occuper par où les gens vont passer, pour être plus simple, par où les gens vont passer, d'accord, pour mettre à mal, par exemple, notre système d'information, que ce soit du niveau étatique ou bien du niveau des entreprises. On l'a dit tout à l'heure, M. Sidissa. Bon, je participais à un audit pour une grande institution ici au Sénégal. Il n'y avait pas de RSSI, alors que bon, c'était un organisme essentiel. On peut l'appeler comme ça. Il n'y avait pas de RSSI. Et par rapport à tout ce qui est, je pense que ça, bon, plus qu'on va avancer, plus l'État sera plus mature par rapport à la cybersécurité concernant ces aspects-là. Dans la partie également, tout ce qui est CERT, tout ce qui est cybersécurité intelligente. Par exemple, il y a des plateformes qui sont là, d'accord. Par exemple, tout ce qui est Blue Team ou bien Red Team, la façon dont ils vont se comporter pour pouvoir, par exemple, essayer de trouver des vulnérabilités sur telle entité ou bien sur telle entité. C'est comme ça que d'habitude que les individus malveillants procèdent. Par exemple, actuellement, il y a certains sites qui nous permettent de savoir si certains adresses IP de certains sites sont vulnérables ou pas. Et je pense que bon, tout ça doit plus, l'État doit plus, bon, comme l'avait dit Gérard, encourager les gens qui ont les compétences par rapport à ce domaine-là, d'accord, les encourager, leur trouver le cadre idéal, c'est ça, le cadre idéal pour pouvoir s'épanouir, d'accord, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir entrer dans ce domaine-là en toute confiance, parce que tu peux avoir tes compétences, comme il avait donné avec le cas de Suleiman, tu peux avoir tes compétences,
Mais bon, si l'environnement n'est pas bien maîtrisé ou bien s'il n'y a pas certaines garanties, bon, toi-même, tu as ces compétences-là, mais bon, tu te dis que bon, ça, bon, je vais juste aller sur autre chose. Parce que bon, il y a cette politique-là qui fait que bon, si aujourd'hui on t'attrape, tu es fini, ils vont te mettre sur les grands journaux, on a attrapé tel ou tel, et bon, et c'est fini pour toi. Alors que peut-être que dans les motivations, c'était juste un début, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, par rapport à il y a certaines plateformes aujourd'hui qui nous permettent de savoir quels sont les adresses IP, par exemple, au niveau du Sénégal, qui sont vulnérables à tel ou tel. Maintenant, si bon, les gens qui s'orientent un peu vers tout ce qui est cybersécurité, intelligence, bon, s'ils travaillent dans ce cadre-là, ils pourront être dans une posture proactive pour pouvoir détecter quelles sont, par exemple, cette adresse IP-là est vulnérable à des fausses buts, parce que ces genres de plateformes-là, ils te donnent tout. Maintenant, toi, par rapport à ce que tu fais, si tu fais du cybersécurité intelligente, tu peux, par rapport à ton entreprise ou bien par rapport dans ton cadre d'audit, tu peux prévenir ces entités-là. Sinon, bon, les individus malveillants aussi vont passer par ces canaux-là pour mettre à mal ton système d'information. Je pense, comme l'a dit Gérard, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, le Sénégal on peut dire que c'est un bon élève dans le domaine de la cybersécurité, mais je pense que bon, plus qu'on va avancer, plus avec tout ce qui est la digitalisation, bon, l'État va mettre les moyens pour garantir tout ce qui est la promotion de la cybersécurité sur l'étendue du territoire. Je vous remercie encore pour cette prise de parole, de m'avoir donné la parole pour un peu partager le peu que je sais par rapport à ce domaine-là. Merci. Merci beaucoup, M. Bachel. Monsieur Bacheli, si je peux intervenir, je pense que il l'a pas dit, mais c'est un acteur vraiment qui fait de grandes choses au niveau du cyberespace sénégalais. Parce qu'en fait, lui aussi, il a une startup qui s'appelle Cyber 221 et il fait beaucoup de sensibilisation. C'est quelqu'un vraiment, on lui donne les moyens qu'il faut, il pourra vraiment faire une vaste sensibilisation. Il a les certifications requises, il a la compétence et c'est une personne avec laquelle j'ai toujours plaisir à collaborer. Donc, je pense qu'on a été des classes de guerre pendant longtemps et voilà, donc il faut vraiment vous rapprocher de lui et voir ce qu'il fait avec la communauté Cyber 221. Oui, vous pouvez activer votre micro. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis Mbaye, je suis étudiant en cybersécurité. Et je remercie M. Dacosta aussi pour la brillante présentation qu'il nous a faite. Et je remercie également tous les participants et surtout les professionnels aussi qui sont là. Bon, moi, ce sur quoi je voulais intervenir, peut-être c'était sur la question de la cybercriminalité en fait. Moi, parce que je me pose la question parfois, est-ce que la population sénégalaise comprend réellement ce qu'est la cybercriminalité? Parce que parfois, j'ai vu des critiques allant des éléments de la DSE, de la Division spéciale de cybersécurité, dire que voilà, parfois même il y a des personnes qui perdent leur téléphone et qui viennent les déclarer à la Division de la cybersécurité. Voilà, faire cela, ce serait peut-être encore plus les bourrer selon moi. Voilà, ce serait encore plus les bourrer. Maintenant, est-ce que eux aussi ne doivent pas faire de la sensibilisation pour dire aux gens, voilà, si vous perdez votre téléphone, ou bien si c'est des cas qui sont peut-être un peu, parce que parfois ça peut sembler aller vers la cybercriminalité, alors que c'est pas ça. Donc, sensibiliser peut-être les gens pour aller vers au niveau des commissariats, mais au niveau des brigades, au lieu d'aller directement bourrer peut-être les personnes qui travaillent dans les unités de cybercriminalité. Voilà, c'est aussi une question, bon, j'attends aussi des retours également de la part des professionnels qui sont là.
Bon, le deuxième point également sur lequel je voulais, Monsieur Sen tout à l'heure a évoqué la question des entreprises privées. Par exemple, le gouvernement du Sénégal qui a imposé à toutes les entreprises publiques d'avoir un RSSI. Voilà. Et qu'en est-il pour les entreprises privées? Cette question-là, je me l'étais posée depuis longtemps, mais pour moi, peut-être la solution serait de revoir, parce que quand tu veux créer ton entreprise privée, tu vas peut-être au niveau de la Chambre des commerces, tu peut-être fournir des documents et autres. Moi, je pense que le niveau, ce serait à ce niveau-là que le contrat devait exiger aux entreprises privées également, parce que s'il n'y a que les entreprises publiques qui se conforment, surtout sur le fait de trouver un RSSI, mais les entreprises privées, quel serait leur rôle? Imaginez qu'une partie seulement du Sénégal se protège et qu'il y ait un fléau. Maintenant, pour moi, ce serait peut-être seulement les personnes qui sont protégées qui seraient épargnées. Et qu'en est-il des autres? Et lorsque la chose elle va venir, on ne va pas dire que voilà, il y a telle partie pourtant qui a résisté, il y a telle partie qui n'a pas résisté, mais c'est tout le Sénégal qui va en empathir. C'est-à-dire, on va généraliser, on va dire que le Sénégal dans le cadre général, d'une manière générale. Voilà. C'est sur ces deux points-là que je voulais intervenir et merci encore une fois pour m'avoir donné la parole. Donc, vous pouvez intervenir avant la conclusion. Oui, enfin, je pense qu'il a donné les réponses et aussi il a posé des questions. Après, je pense que je vais laisser surtout M. Sen parler parce que c'était juste par rapport à son intervention. Et après, voilà, on pourra avancer ensemble. M. Sen. D'accord. Oui, merci M. Dacosta. Pour répondre à sa question, je crois que pour les entreprises privées, chaque entreprise privée a une norme qui régit pour tout ce qui est entreprise qui évolue dans le domaine financier. Par exemple, il y a la norme PCI, DSS qui régit cette entreprise-là. Maintenant, c'est à cette entreprise-là de se conformer aux normes. Pour toutes les autres entreprises, par exemple, tout ce qui est cabinet de comptabilité et consorts, nous avons la norme SOC, votée aux États-Unis depuis 2002, qui inclut le Patriot Act. Les autres entreprises sont là. Il y a la norme ISO 27001 qui les régit. La norme ISO 27001 régit toutes les entreprises privées. Donc je crois que maintenant, c'est une question de volonté des entreprises là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État ici au Sénégal, comme partout dans le monde, c'est l'entreprise privée, c'est comme on le dit, c'est privé, ça appartient à la personne. Maintenant, l'État ne peut pas imposer à une entreprise de se conformer à une norme, parce que c'est une norme internationale. C'est pourquoi on utilise ces normes-là pour auditer une entreprise. L'audit d'une entreprise n'est pas obligatoire. Par exemple, pour tout ce qui est institutions financières, banques et consorts, il y a la commission bancaire qui est là, qui les exige de déposer des rapports d'audit certifiés. Donc, quand on parle d'audit, on sait qu'il y a un référentiel. Le référentiel peut être la norme ISO 27001 par exemple. Le référentiel peut être la norme PCI DSS par exemple. Et voilà, la Banque centrale, elle est là pour régir, pour imposer à toutes ces entreprises-là de se conformer par rapport à cette norme-là. Donc, pour moi, l'État, ce que l'État peut faire, c'est créer des directions qui accompagnent ces certifications-là. Je ne dirais même pas ces certifications-là, mais qui fait des sensibilisations. Mais l'État ne peut pas gérer la certification ou l'obligation d'être certifié par rapport à une norme. Quand on parle de la France, par exemple, avec l'ANSSI que Dacosta vient de citer tout à l'heure, nous avons aussi la DGSI, Direction générale de la sécurité de la sécurité intérieure, qui gère aussi tout ce qui est sécurité informatique, même de la même manière que l'ANSSI le fait. Moi, je crois que c'est juste un problème de sensibilisation qui manque, mais côté accompagnement, l'État, ici au Sénégal comme partout dans le monde, l'État ne prendra jamais des obligations par rapport à une certification quelconque, parce que des certifications internationales. C'est juste une compréhension que j'ai de la chose, ça ne veut pas dire que c'est ça.
Donc, si les autres participants ont quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on passe à la conclusion, Monsieur Djeju. Bon, moi, j'avais juste une dernière question à poser à M. Sen. Tout à l'heure, il a parlé, en fait, par rapport à sa banque. Il a su convaincre sa banque de mettre en place une équipe qui va gérer la partie sécurité. Moi, j'aimerais juste lui poser la question, en fait, de manière générale aujourd'hui. Comment il peut convaincre, par exemple, les entreprises privées de mettre en place, en fait, une équipe qui gère la partie sécurité, sachant qu'en fait que pour cela, l'entreprise sera obligée de mettre un budget qui sera sur place, parce que quand on parle de cybersécurité, on est obligé de mettre les moyens. Et une entreprise qui n'a pas l'habitude de mettre les moyens dans le terme informatique en général, est-ce que cette entreprise-là sera prête carrément en fait à mettre les moyens pour mettre en place une équipe de cybersécurité, vu qu'elle a déjà vécu l'expérience, bien sûr. Merci. Ah oui, c'est avec plaisir que je vais répondre à cette question. Hein. Comment j'ai créé le besoin? J'étais dans mon bureau, j'ai créé un lien phishing que j'ai envoyé à notre comptable. À notre comptable, il s'y est connecté. Et heureusement que le serveur était en interne, c'était sur ma machine personnelle. J'utilise Parrot en passant. Moi, je n'utilise pas Kali Linux. Je suis plus Parrot que Kali. J'ai créé un lien que j'ai envoyé à notre comptable. Il s'y est connecté, j'ai récupéré ses données. De suite, je suis allé le montrer à la DG, à la directrice générale. Je lui ai expliqué que voilà, la même manière que je l'ai fait, tout le monde peut le faire quasiment. Tout le monde peut le faire et le risque est là. C'est pourquoi je vous dis que moi j'ai créé le besoin. Je l'ai montré, elle n'était même pas au courant que c'était aussi facile. Elle croyait que voilà, pour être piraté, on a besoin d'avoir des machines et des machines. C'est ce qu'ils voient dans les films là. On a 7 machines autour de nous, on clique sur juste update, ça se passe, on voit apt get update, on voit toutes ces lignes de code qui passent là, bon, toutes ces lignes qui passent, on croit que c'est aussi difficile que ça. Je l'ai fait en moins de 5 minutes, j'ai créé le lien, je l'ai envoyé. Il s'est connecté sur la boîte mail, j'ai récupéré ces informations, je l'ai montré. Et de suite, on a créé le comité. On a fait appel au comité de gouvernance. J'ai fait la présentation de ce que j'ai créé. Eux tous ici ont connecté. Ils ont vu que j'ai récupéré leur identifiant pour me connecter dans leur boîte mail. Et voilà, c'est comme ça. Elle m'a dit que voilà, si c'est aussi facile, il faut qu'on s'y mette. On a convoqué le CA. On a créé avant, comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas levé du jour au lendemain et créé le poste d'un département de cybersécurité. On a d'abord recruté un expert en sécurité des systèmes d'information. Au fur et à mesure qu'on avance, maintenant, il a commencé à créer son équipe, à former une équipe autour de lui. C'est comme ça que, voilà, qu'on a créé ce bureau-là, pour ne pas dire ce département. Ça fait plaisir de l'entendre. Ça, c'est vraiment en fait une leçon. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. C'est juste pour dire que voilà, au Sénégal, les entreprises privées n'ont pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas investir dans la sécurité, mais juste parce qu'ils ne connaissent pas l'impact de la sécurité dans la banque, d'une attaque dans une institution. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Sen. On va passer à la conclusion de ce webinaire. J'aimerais remercier M. Dacosta, vraiment, qui a pris de son temps, qui nous a partagé. Et comme l'ont dit certains, vous êtes vraiment quelqu'un, dès qu'il parle, on sait que vous savez de quoi vous parlez, en fait. Vous avez partagé en même pas 1 heure énormément d'expériences que certains auraient eu du mal à véhiculer aussi facilement. Donc vraiment, merci M. Dacosta. Merci aussi aux participants comme M. Sen, M. Djeju qui nous ont partagé de leur expérience professionnelle. Et c'est vraiment un plaisir pour les étudiants qui sont présents, qui vont en sortir vraiment enrichis, plein de savoir. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, M. Dacosta. Bon, pour ma part, je pense que je dis à tout le monde merci, hein, parce qu'aujourd'hui, si ce webinaire a réussi, c'est la présence de tout le monde. Et voilà, en fait. Donc, comme je le dis, la phrase que j'aime dire, sur Internet, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, soyez vigilants
et éviter de vous faire piéger sur Internet.